Bonjour à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Sommes-nous sous le poids de la réalité du côté du marché des crypto-monnaies Bitcoin dans une zone de rejet cible? On l'avait délimité ensemble la semaine dernière notamment et on le fait régulièrement sur les live trading des rois du Bitcoin qui se passent aujourd'hui à 15 heures. Je vous donnerai la procédure si vous souhaitez nous rejoindre. On va aller du côté du Fisher puisqu'il semblerait qu'un fake breakout mal orienté pourrait nous diviser et il y aura beaucoup de volatilité aujourd'hui. Si vous en attendez, on devrait en apercevoir et l'observer, notamment du côté du PIB américain. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché dans le salon Bienvenue Trading. Vous avez toute la procédure en cliquant sur le Google Form. Si vous voulez nous rejoindre, on est plus de 180 à avoir passé le pas dans le live trading des rois du Bitcoin. C'est tous les jeudis à 15 heures et je serai avec vous sur le Discord. C'est un partage public. Il y a juste à remplir le Google Form pour pouvoir y accéder. Vous y avez également une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre site d'investissement, lien dans la description ou sur le site lesroisdubitcoin.com en cliquant sous la vidéo. Côté Bitcoin, bon, on arrive sur un busy qu'on avait délimité ensemble, qui s'est transformé en CBC, notre fameux fair value gap. Il va falloir s'en affranchir. Et il semblerait que ça bloque très exactement ici, mais c'est plusieurs zones de confluence. On va essayer de les regarder ensemble. Ici, par rapport à un canal directionnel, si vous voulez, de tendance, un canal de tendance, et on vient de travailler ici, je suis sur une time frame en 4 heures, vous avez des déséquilibres de marché un tout petit peu plus bas, voire beaucoup plus bas, voire extrêmement très bas. L'objectif, c'est de squeeze, hein. On a toujours cette même idée-là. Et on devrait potentiellement avoir un peu de volatilité sans, pour avoir une direction dans cette journée, puisqu'il faudra attendre plus d'éléments à observer. Ici, je voulais vous parler du Fisher. On reviendra sur Bitcoin juste après. On avait une fractalité, on est en train de l'observer ici avec un flag breakout, puis le rejet, puis le nouveau breakout, notamment en time frame en hebdomadaire. Sauf que ici, mon Fisher est mal orienté. J'aurais préféré qu'il soit mieux orienté. Un petit peu comme ce qu'on avait aperçu ici, flag breakout, puis le retest, on aurait pu passer en dessous. On était passé en dessous, soit dit en passant, on n'avait pas clôturé en dessous. Derrière, le rejet, mais ici, notre Fisher était plutôt bien orienté. C'est exactement ce qu'on avait observé ici, flag breakout. Derrière, le magnifique break ici, et puis le Fisher était de nouveau bien orienté. Ici, mon Fisher n'est pas bien orienté. Est-ce que ça veut dire que finalement, il va falloir un tout petit peu de patience pour pouvoir voir cette accélération? J'en ai strictement pas la moindre idée. Néanmoins, jusqu'à preuve du contraire, on est sur le point, d'ici quelques semaines, de soit structurer un magnifique W en hebdomadaire, voire en mensuel, casser cette trendline ici de tendance, cette big trendline par rapport à Hauser, pour avoir notre fameux all season, mais il faudra encore être patient, soit un rejet tout simplement pour aller chercher les enfers, mais je ne le joue pas personnellement. On peut faire un petit tour aussi du côté de notre logarithmique. Et on devrait avoir, logiquement, et on aurait dû avoir au 9 juin, cette fameuse dégradation par rapport à notre choppiness. Apparemment, il est en train de s'aplatir, mais on peut très bien avoir un décalage brutal vers le bas. Et si vous regardez dans le détail, c'est intéressant de l'observer et de le commenter. C'était ici, en fait, qu'on aurait dû avoir cette magnifique accélération. En fait, c'est cette bougie-là qui nous a clairement embêtés. D'ailleurs, on était vraiment sur un point bas ici, Chopiness complètement sur le haut. Vous avez un décalage, la direction avait été prise. Finalement, la direction, on a compris qu'elle était plutôt haussière. Mais vous avez eu finalement un faux départ, on pourrait le parler comme ça, ce qui nous a désorientés, ce qui nous provoque cette situation où on a du mal à s'étendre et à s'exprimer de façon directionnelle, notamment au nord. Bon, est-ce que c'est parti remis? J'en ai pas la moindre idée. On attendra quelques résultats, notamment du côté du PIB ici. Ce sera le PIB qui est attendu en baisse avec moins 0,2%. S'il est au-dessus, s'il est dans le vert, ce serait très positif. Ça vient de quoi, cette dégradation au niveau du PIB? C'est très simple, par rapport aux tarifs douaniers imputés par Donald Trump, mais pas par rapport à l'augmentation des coûts, pas par rapport à un manque de consommation américain, c'est surtout par rapport aux importations qui ont été complètement délirantes du côté des entreprises américaines qui ont anticipé ces augmentations des tarifs douaniers. Vous le voyez ici. Ça, c'est quand même assez fabuleux, avec un déficit commercial record de 138 milliards de dollars du côté des États-Unis au premier trimestre 2025. C'est un record absolu et ça pourrait nous pousser avec un 1800 milliards de dollars de déficit commercial annuel. C'est juste délirant. C'est plus qu'en 2006. C'est plus qu'avant la crise des subprimes. C'est plus que, enfin, c'est du délire complet. C'est tout simplement les entreprises qui ont anticipé l'augmentation des tarifs douaniers. On parlait de 50%, 70%, 30%, 40%, etc. Donc on s'est jeté et ça a un impact direct avec le PIB. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jérôme Powell en a fait référence dans son discours d'hier. Et je pense que c'est clairement ce qu'on pouvait attendre. C'est quelque chose de très positif. Donc si on voit beaucoup de noir du côté de la Fed,
En réalité, ça, c'est clairement une porte ouverte. Si les droits de douane sont appliqués rapidement et qu'il n'y en a plus, il est très probable qu'il s'agisse d'une mesure ponctuelle qui n'entraînera pas une inflation persistante à s'y développer, mais c'est un risque que nous ressentons. En somme, vous comprenez bien que depuis plusieurs semaines, je pense qu'on dit ça dure plusieurs mois maintenant, il y a eu des attaques frontales entre Jérôme Powell et Donald Trump. Et ici, Jérôme Powell, qui encaissait, qui encaissait, qui encaissait, vient tout simplement de renvoyer la balle à Donald Trump. Formidable. Donc on comprend bien ici, si on devait faire une analogie, c'est que les pouvoirs publics et les pouvoirs indépendants de la Banque centrale américaine sont en train de se resynchroniser. Et c'est exactement ce qu'on attendait. On l'avait évolué à l'époque à peu près entre 3 et 6 mois. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas très très loin de cette réalité-là. Donc ça devrait logiquement s'assouplir. Et on pourrait attendre, dans un cas exceptionnel, si Donald Trump est vraiment gentil avec ses alliés, bah, potentiellement une baisse des taux dès le mois de juillet. En tout cas, il y a plus de enfin, il y a la moitié, ou quasiment la moitié, je ne sais plus exactement les chiffres, des gouverneurs de la Banque centrale qui est OK pour une baisse des taux dès le mois de juillet jusqu'à preuve du contraire. Et ça, on commence à le ressentir par rapport à un mois de juillet ici, 30 juillet, 24%, 75%, c'est plus le 98% dans le temps. Donc il semblerait que ce message à Jérôme Powell, envoyé à Donald Trump pour qu'il prenne ses responsabilités, est en train de faire un petit bout de chemin très pertinent. Côté option, pour en parler ici, notamment du côté de Diribit, c'est pour demain des expirations. Est-ce qu'il y aura un mouvement de volatilité? Est-ce qu'on sera attiré, notamment par le Max Payne? C'est pas complètement impossible. Actuellement, le Max Payne Price est à 102 000 $. On pourrait s'y rapprocher ou s'en éloigner. Ce qu'on veut, c'est s'éloigner le plus possible. Donc, je vous donne mon play. C'est extrêmement simple. On est revenu sur un point d'équilibre ici, aux alentours des 108 000 $. Ce point de 108 000 $, c'est quelque chose qu'on avait tracé il y a très longtemps. Et c'est ici qu'on commence à essayer de voir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. C'est assez simple. Donc, moi, j'ai des objectifs cibles par rapport à cette journée qui devrait avoir de la volatilité par rapport au PIB. J'espère qu'il sera potentiellement intéressant. Si on vient chercher ceci en premier, je short. Si on vient chercher ceci en premier, je long, terminé. Point d'appui, j'aurai des confirmations dans des frame 7 minutes. Mais ici, ce sera une zone de longue pour moi. Ici, ce sera une zone de short pour moi, court terme. Hein. C'est pas all-in short, tout ce que vous voulez. C'est juste un play que je suis en train de simuler. En fait, il n'y a pas une très très grande volatilité. Ici, aux alentours des 2,80%. Ici, aux alentours des 1,50%. Et j'aurai un play et j'essaierai de structurer un play ici. Comme ça, si vous n'êtes pas sur le live trading tout à l'heure, vous avez vu là où je pouvais agir, ou là, j'attendais d'agir tout simplement. Si on peut agir ici, oui. Beaucoup le font actuellement. On voit bien les fundings qui sont négatifs, donc plutôt positif à observer. Il semblerait que les gens n'ont pas très envie de long actuellement ce marché sur des niveaux de prix. Ils sont même plutôt en short. Donc là, je ne vous le montrerai pas parce que c'est Bybit, mais grosso modo, c'est quand même assez négatif au niveau du funding. Donc, prise de liquidité. La prise de liquidité, elle serait assez simple. Hein. Vous allez chercher un bon petit SPAC là, boum, ça va partir très fort au niveau de, je ne sais pas si c'est 14h30, 15h, peu importe, on attendra ce type de choses. Et derrière, on devrait venir chercher la liquidité. Donc voilà l'amplitude de play que je pourrais prendre. Et c'est exactement la même chose à l'inverse. Ici, on pourrait aller chercher toute la liquidité, commencer à travailler, avoir nos indicateurs techniques, toute petite time frame, je suis actuellement 40 minutes. Puis derrière, on repasse le croco. Puis derrière, ici, on devient vert, on lâche vert. Et puis hop, on vient chercher cet objectif de prix. Vous avez le play d'Hermès pour la journée ou pour demain, si jamais ça ne se réalise pas aujourd'hui, tout simplement. Maintenant qu'on a ça, on va essayer de le garder le plus longtemps possible. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Allez, on peut faire un petit tour du côté des ETF, toujours intéressant avec 547 millions de dollars, 340 pour BlackRock. Idem du côté de Ethereum, 60 millions de dollars, 55 millions de dollars pour BlackRock. Il semblerait que l'aspiration d'Ethereum sur BlackRock soit démentielle. Je reviens sur quelque chose d'important. C'est pas BlackRock qui achète directement. En fait, c'est pas exactement vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 70% des fonds qui sont gérés par BlackRock qui sont directement à travers leurs ETF. Donc, c'est généralement des ETF S&P 500, indiciels, MSCI ou des reliques de MSCI World, etc. Donc, il faut comprendre que BlackRock a sous gestion, en dehors des ETF, à peu près 30%. Donc, ça fait un peu plus de 3 000 milliards de dollars. Et ces 3 000 milliards de dollars, il y a des demandes strictes de leurs mandatés, de leur mandataire qui leur dit bah voilà, moi je veux investir dans ce type de classe d'actifs, dans ce pays-là, dans ces assets-là, plutôt en obligations, plutôt en actions, plutôt en risqué, plutôt ce que vous voulez. Et vous avez une partie également qui sont dans des portefeuilles test de BlackRock qui sont répliqués sur beaucoup de personnes qui vont tout simplement déléguer la gestion de leur portefeuille et de leurs capitaux à BlackRock. Et c'est ça que ça touche en fait, ces portefeuilles test, si vous voulez, de référence de BlackRock. Donc ça ne correspond pas aux 10 000 milliards de dollars sous gestion, ça correspondrait peut-être plus à 1 000 milliards,
allez, peut-être 500 milliards de dollars sous gestion. Bah, et vous comprenez bien que si c'est 500 milliards, on est déjà à plus de 10% par rapport à BlackRock avec 50 milliards de dollars. Si c'est 1000 milliards, on est plus près des 2,5%. Si c'est un petit peu plus, bah, vous comprenez bien qu'on est encore loin des 2% si c'était la préconisation qu'on avait. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut exploser littéralement au niveau des 150 milliards de dollars sous gestion? Est-ce que ça peut faire 300 milliards de dollars d'inflow au niveau des ETF? Complètement. Puisque c'est un nouveau produit, les ETF au compte en Bitcoin, qui ont attiré de nouveaux clients chez BlackRock. Et c'est plutôt ça qu'on observe. Donc si aujourd'hui on a tendance à penser que BlackRock, qui gère 10 000 milliards de dollars, va passer, je sais pas, je vais dire une bêtise, 300 milliards de dollars en Bitcoin, c'est pas la réalité. Ça vient pas de leur propre portefeuille. Ils ont des préconisations, mais c'est pas eux qui vont directement le faire. Par contre, leur outil via les ETF, lui, attire des capitaux du monde entier. Et c'est ça qu'il faut observer. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention par rapport à ces ordres de grandeur qu'il y a sous gestion. C'est quand même rassurant, soit dit en passant. Voilà, je voulais faire cette petite, épilogue-là. Je pense que c'est important de le rappeler. Pas plus de choses à dire. Il y a eu une dégradation au niveau notamment des open interest. Je l'ai observé, sur Ethereum, pas plus tard que ce matin. Donc il y a eu une forte dégradation au niveau des open. Est-ce que ça veut dire qu'on peut repartir? On reste relativement haut, donc il y a l'intérêt sur ce marché et je pense que Ethereum a tout le loisir d'aller nous chercher une petite dinguerie bien plus que Bitcoin et c'est ça que je veux observer. On penserait quelque chose d'assez simple. Imaginons, on squeeze. C'est ce qu'on avait éventuellement imaginé lorsqu'on avait fait la prise de liquidité, une peur extrême, avec une belle ouverture de Wall Street, notamment le lundi. On espère avoir fini cette semaine avec une magnifique bougie d'impulsion complètement folle qui surprendrait le monde. En fait, ce que j'aimerais voir, c'est pas que Ethereum, lui, se retrouve aux alentours de sa zone de rechargement de vente. Moi, j'aimerais voir Ethereum passer au-dessus. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Vous voyez qu'on partirait nouvelle ATH sur Bitcoin. Ici, on se retrouve aux alentours d'une prise de liquidité, zone de rechargement de vente. Moi, je veux voir en fait une bougie d'impulsion bien plus importante. C'est clairement ça que je joue systématiquement. Et ça vous donne des signaux assez forts pour dire, OK, il y a peut-être un basculement, une rotation et un retour des capitaux neuf, hein, le 109, mais du côté des altcoins, notamment de la deuxième plus grosse altcoin la plus capitalisée, dit Ethereum. Si vous ne voyez pas ça, c'est un petit peu dommage et franchement au niveau du all season, c'est encore pas pour tout de suite, il faudra attendre encore longtemps, mais c'est la seule chose qu'on doit observer et qu'on doit constater tout simplement. Donc quand vous le voyez, si vous l'observez, honnêtement, c'est ultra bullish. Je vous le dis en toute franchise. Il y a eu cette dinguerie et ça ne désempile pas du côté de Coinbase. Je trouve ça juste fou. Ça continue à empiler des bougies vertes complètement folles. Il y aura un rattrapage très clair hein, par rapport à Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies. Donc je me dis que les gens sont OK pour aller chercher de nouveau des proxys. C'est pas exactement le cas de MicroStrategy, plutôt Coinbase et Circle qui en profitent bien, notamment par rapport à la nouvelle réglementation qui a été voté au Sénat, qui n'a pas encore été promulgué par le président Donald Trump. Et si vous regardez MicroStrategy, qui concerne directement lui, Bitcoin, hein, c'est clairement long Bitcoin sur MicroStrategy, il y a une belle structure qui est en train de se positionner. On attendra l'accélération haussière. Si ça s'accélère, si Bitcoin accélère, si Ethereum passe devant, honnêtement, je suis assez confiant pour l'ensemble de nos crypto-monnaies préférées et on devrait voir de très belles bougies vertes sur nos portefeuilles qui sont en train, depuis plusieurs semaines et parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, tout simplement en train de végéter. Je vous donnerai juste une petite analogie, un an, jour pour jour, alors que Bitcoin, on l'a vu lors du Gala des Rois, était aux alentours des 67 000, 63 000 dollars. C'était en janvier 2024, on était très exactement ici. C'était le 20 janvier 2024, aux alentours des 63 000 dollars à peu près. Voilà, c'était par là, 63, 75 000 dollars, 64 000 dollars. Bitcoin se retrouvait aux alentours des 105 000 dollars. Alors que Other, et c'est ça qu'on peut regarder avec une grande attention, je vais revenir sur ma petite charte, très exactement un an jour pour jour. C'était donc en juin 2024, pardon. On était exactement, quasiment au même niveau, aux alentours des 220 trillions de dollars, enfin milliards de dollars pour Other, et on se retrouve très exactement au même niveau. En réalité, il n'y a jamais eu ce All Season. Les structures sont juste magnifiques. Juste ce petit fichier qui m'embête un petit peu, mais ça reste clairement un indicateur de plus. Hein, c'est pas du tout à prendre en considération. Ce qu'on attendra, c'est un squeeze. Ici, l'accélération au niveau de notre EOIM. Ici, la structure derrière la trendline sur notre ERI sur 114 périodes. Si vous avez ça, vous avez une nouvelle jambe haussière. Objectif, faire un nouveau plus haut, ni plus ni moins, pour aller chercher ces zones de prix, voire l'accélération si le marché décide de s'envoler. On se retrouve tout à l'heure pour les traders et sinon demain pour le live des héros du Bitcoin. Ciao.